Ce que je vais raconter, je ne l'ai tiré d'aucun livre, ni ne l'ai inventé pour effrayer qui que ce soit lors d'une fête. Je le sais parce que ma tante Refugio me l'a raconté. Elle a travaillé près de 40 ans à vendre des tamales dans la quartier Doctor, tout près de l'hôpital général de la Mexico. Elle est décédée il y a 3 ans, mais avant cela, elle m'a demandé que si un jour quelqu'un me posait des questions sur la dame au chariot vert, je raconte ce qui est arrivé à sa comadre, Erlinda. Je le lui ai promis. Le voici. Tel qu'elle me l'a dit, avec les mêmes noms, car elle a insisté pour que je ne change rien. Erlinda Bautista tenait son poste de tamal depuis 1987 au coin de la rue Fresno, à un pâté de maison de l'endroit où se trouve maintenant le métro Doctor. Bien qu'à cette époque, cette partie de la ligne n'existait pas telle que nous la connaissons. Elle vendait des tamals verts, rouges, de raja et des douceurs à l'ananas qui, selon tout le quartier, avaient un goût différent de ceux de n'importe quel autre tamalra de la zone. Elle se levait à 3h30 du matin pour commencer à préparer la pâte et vers 5h30, elle avait déjà son chariot dehors, la vapeur s'élevant dans le brouillard glacé de ces matins de la ville, quand il n'y a pas encore de circulation et que les rues semblent plus larges qu'elles ne le sont. Ma tante Refugio l'a rencontrée par hasard, car à cette époque, elle aussi sortait vendre du café de Hola dans les mêmes rues et les deux se sont tenus compagnie aux aurores, quand le froid oblige les gens à chercher ne serait-ce que la présence d'une autre personne éveillée. Elles se soutenaient, se gardaient le changaro quand l'une allait aux toilettes dans la fonda du coin, se prêtaient de la monnaie. Au fil des ans, elles sont devenues de véritables comadres, pas seulement de nom. Erlinda n'était pas une femme craintive. Elle avait enterré un mari. Elle avait élevé seuls 3 enfants. Elle avait traversé cette colonia à 4h du matin pendant plus de 20 ans sans jamais manquer de courage. C'est pourquoi, lorsqu'elle a commencé à raconter à ma tante ce qui lui arrivait à son poste, Refugio a su qu'elle n'exagérait pas et ne cherchait pas à effrayer qui que ce soit. Erlinda n'était pas comme ça. Tout a commencé, selon son récit, un mardi de novembre 1994. Elle se souvenait du mois parce qu'elle venait d'acheter une nouvelle chamara pour le froid, une de ses épaisses, matelassée, et elle lui allait encore un peu raide. Ce matin-là, alors qu'elle arrangeait les olas sur le chariot, elle sentit que quelqu'un l'observait depuis l'autre trottoir. Elle se retourna et il n'y avait personne. La rue était vide, comme toujours à cette heure, avec le brouillard à peine déchiré par la lumière jaune d'un poteau. Elle continua à travailler, pensant que c'était les nerfs ou qu'un ivrogne traînait par là, comme cela arrivait de temps en temps. Mais la sensation ne disparut pas, au contraire. Elle revint cette même nuit et la suivante. Toujours la même, la certitude d'yeux fixés sur sa nuque, juste au moment où elle finissait de ranger les couvercles des olas et que la vapeur commençait à monter. Elle ne voyait jamais personne, n'entendait jamais de pas, juste cette sensation dense, comme une main posée entre ses épaules. Un mois plus tard, déjà en décembre, commença l'histoire des tamals manquants. Erlinda comptait les pièces avant de fermer et les recomptait en ouvrant le lendemain, car elle tenait un carnet de comptes, comme tout commerçant sérieux. Un matin, elle remarqua qu'il manquait 3 tamals verts de Lola qu'elle laissait couvertes dans une glacière, à l'intérieur de sa propre maison fermée à clé. Elle ne les avait pas vendus, ne les avait donnés à personne, ne les avait pas mangés elle-même, ils n'étaient tout simplement pas là. Elle pensa d'abord à un rat, bien que 3 tamals entiers avec leurs feuilles et tout, ce n'est pas l'œuvre d'une souris. Elle vérifia la glacière, vérifia la serrure de la porte. Tout était en ordre. Elle n'y accorda pas plus d'importance. La vie d'une vendeuse ambulante est pleine de petits mystères sans importance, disait-elle toujours. Ce qui commença vraiment à l'inquiéter, ce fut l'histoire du garçon. Dès la fin décembre, presque tous les matins, alors qu'elle arrangeait son chariot, elle voyait passer un enfant d'environ 6 ou 8 ans. Seul, sans manteau malgré le froid, marchant très lentement sur le trottoir d'en face, toujours dans la même direction, vers l'est, vers le côté où il y avait autrefois un terrain vague et où se trouve maintenant un bâtiment de consultorio. L'enfant ne la regardait jamais, ne parlait jamais, ne s'arrêtait jamais pour demander quoi que ce soit, ni un tamal, ni une pièce, rien de ce que l'on attendrait d'un enfant seul dans la rue à ces heures. Il marchait simplement le regard droit devant lui et disparaissait au coin de la rue. Erlinda, comme toute personne ayant un cœur, la première fois voulut l'aider. Elle lui cria « Nino, ven. Te doy un atolito para el frío. » Mais l'enfant ne se retourna pas. Il continua à marcher comme s'il n'avait rien entendu, comme si elle n'existait pas. Le deuxième matin où elle le vit, elle ne lui cria plus, elle le regarda simplement passer avec cette étrange quiétude qu'ont les enfants dans les rêves. Quand on sait, sans que personne ne le dise, que quelque chose ne va pas. Le troisième matin, elle commença à ressentir une vraie peur. Cette peur vieille et ancienne, celle qui ne s'explique pas avec des mots, celle que l'on ressent dans l'estomac avant que la tête ne comprenne pourquoi. Elle demanda aux policiers qui patrouillaient la zone dans leur voiture s'ils connaissaient un enfant qui traînait seul dans ces rues au petit matin. Les policiers rirent. Ils lui dirent qu'il n'y avait aucun enfant là, que c'était sûrement la fatigue, que travailler dès 3h du matin jouait des tours à n'importe qui. Elle demanda au velador de l'hôpital,
aux autres commerçants qui commençaient à monter leur poste plus tard. Personne n'avait jamais vu un tel enfant. Ma tante Refugio, elle, l'a vu une seule fois, mais elle l'a vu et jusqu'au jour de sa mort, elle jurait que cela n'avait aucune explication de ce monde. C'était en janvier 1995. Refugio arriva plus tôt que d'habitude parce qu'elle ne pouvait pas dormir et s'assit près du chariot d'Erlinda pour attendre que le jour se lève complètement, buvant du café pendant qu'elle parlait de rien en particulier. Il devait être 5h15 quand Erlinda se tendit, cessa de parler au milieu d'une phrase et regarda vers le trottoir d'en face. Refugio suivit son regard et il était là. Un enfant maigre en t-shirt blanc sans chamarra, marchant lentement les bras collés au corps, sans que le froid ne semble l'affecter du tout. Refugio racontait que ce qui la glaça le plus ne fut pas de le voir, mais de remarquer que ses pieds ne faisaient aucun bruit sur le pavé, pas même le léger craquement d'un pas sur les petites pierres qui se trouvaient toujours sur ce trottoir. Il marchait, mais on n'entendait rien. Rien. Tu le vois aussi ? Demanda Erlinda presque en un murmure, comme si parler plus fort pouvait attirer quelque chose. Oui, dit Refugio. Oui, je le vois. Aucune des deux ne bougea de sa place. Elles virent l'enfant arriver jusqu'au coin, tourner vers le terrain vague et disparaître parmi les ombres de quelques tôles rouillées qui, à cette époque, clôturaient la propriété. Refugio se souvient qu'en perdant l'enfant de vue, la vapeur des olas de Tamal sembla s'arrêter un instant dans l'air, comme si l'atmosphère entière avait retenu sa respiration. Ensuite, tout redevint normal. Le bruit d'un camion lointain, un chien qui aboyait, le froid ordinaire de 5 heures du matin. Erlinda, ce matin-là, décida de fermer son poste 1 heure plus tôt que d'habitude. Elle n'eut pas le cœur à continuer de travailler après cela. Il y eut une autre chose qu'Erlinda mit du temps à raconter, même à ma tante, car elle avait honte qu'on pense qu'elle perdait la tête à force de travailler aux aurores. À la même époque, elle commença à remarquer que la pâte des tamals déjà cuits, parfois, se réveillait avec une texture différente de d'habitude, plus serrée, comme si quelqu'un avait ouvert les feuilles pendant la nuit et les avait refermées sans le même soin qu'elle y mettait. Rien ne manquait, aucun tamal n'était déplacé, mais l'ordre n'était pas celui qu'elle se souvenait avoir laissé. C'était une différence minime, du genre que seule une personne qui a fait la même chose avec les mêmes mains pendant des années et qui connaît chaque détail de son propre travail mieux que quiconque, peut remarquer. Elle commença à marquer les olas avec un fil de couleurs différentes chaque nuit, attaché au couvercle, comme une sorte de sceau personnel. Plusieurs matins, elle trouva le fil défait et rattaché avec un nœud différent du sien, plus lâche, fait avec la maladresse de quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire des nœuds ou qui ne l'a pas fait depuis longtemps. Ma tante Refugio se souvient que lorsqu'Erlinda lui montra pour la première fois un de ces nœuds étranges, elle le regarda longuement avant de parler, le faisant tourner entre ses doigts et finit par dire très doucement que ce nœud lui était familier d'un endroit, bien qu'elle ne parvienne pas à situer d'où. 2 nuits plus tard, elle rêva, sans que cela vienne à propos, de petites mains d'enfant, essayant de défaire une corde dans l'obscurité avec hâte, avec le feu qui crépitait tout près. Elle se réveilla en pleurant, sans trop savoir pourquoi, et depuis lors, elle évita de toucher tout nœud qu'Erlinda lui montrait, bien qu'elle continuât à l'accompagner chaque matin car elle disait qu'une comadre n'abandonne pas une autre ni dans la vie ni dans la peur. Ce fut aussi à cette époque que le mari d'Erlinda, déjà vieux et souffrant des bronches, chose qu'il ne. La première fois, elle pensa que c'était son imagination, fatiguée par les heures de travail. La deuxième fois, elle éteignit le feu pour mieux écouter. Et les pleurs s'arrêtèrent à l'instant exact où l'ébullition cessa, comme si les deux sons n'avaient été en réalité qu'un seul. Ma tante Refugio insista pour qu'elle aille voir un prêtre, quelqu'un de l'église, ou qu'au moins elle apporte des fleurs et une bougie votive au terrain Valdio au cas où cet enfant aurait besoin que quelqu'un prie pour son âme. Erlinda, qui était croyante mais pas excessive, finit par le faire. Un dimanche après la messe, elle acheta un simple bouquet de fleurs blanches et une bougie votive et les laissa appuyer contre les tôles rouillées du terrain à l'endroit exact où elle avait vu l'enfant disparaître cette nuit-là. Elle récita un chapelet complet là, debout, le froid lui transperçant les os, et partit sans se retourner. Car quelqu'un lui avait dit un jour que se retourner après avoir laissé une offrande à un défunt qui ne repose pas pouvait être dangereux. Pendant près de 2 semaines, tout redevint normal. L'enfant n'apparut pas. Les tamals ne manquèrent plus. Les pleurs ne se firent plus entendre dans la vapeur des marmites. Erlinda commença à respirer tranquillement, pensant que cela, quoi que ce fût, était désormais derrière elle. Mais un matin de mars, le dernier dont ma tante se souvient en détail, car après cette nuit-là, Erlinda ne voulut plus beaucoup parler du sujet. Quelque chose changea d'une manière qu'aucune des deux ne sut expliquer entièrement. Erlinda arriva à 3h30 du matin comme toujours, avec les marmites déjà chargées de pâtes préparées depuis chez elle. En s'approchant du coin de Fresno, elle remarqua que l'air sentait différemment, non pas le froid propre et métallique habituel, mais quelque chose de doux, semblable à l'odeur des feuilles de maïs quand elles cuisent, mais mélangé à un fond de fumée de bois brûlé, comme celle que laisse un incendie longtemps après s'être éteint, quand il n'y a plus de flamme, mais que la cendre est toujours là. J'ai allumé bad au mur.
Elle s'approcha du chariot et avant même de le découvrir, elle entendit des pas derrière elle. Non pas les pas légers et silencieux de l'enfant habituel, mais des pas normaux de chaussures sur le pavé, accompagnés d'une respiration haletante, comme celle de quelqu'un qui s'est beaucoup essoufflé. Elle se retourna brusquement, le cœur monté jusqu'à la gorge, et ne vit personne. La capsécation avec son brouillard habituel, avec son poteau de lumière jaunâtre clignotant un peu, comme cela arrivait quand l'énergie baissait de voltage dans ce quartier. Elle resta immobile à écouter. Les pas et la respiration s'arrêtèrent en même temps qu'elle s'arrêta, comme un écho qui n'existe que tant qu'on bouge. Quand elle recommença à bouger vers le chariot, les pas revinrent, cette fois plus près, juste derrière sa nuque, si près qu'elle sentit ou crut sentir un souffle tiède contre son cou, un souffle qui n'avait rien d'enfantin, mais quelque chose de plus dense, de plus adulte, presque désespéré. Une voix très basse, presque collée à son oreille, lui dit une seule phrase, qu'Erlinda répéta toute sa vie exactement de la même manière, mot pour mot, chaque fois que quelqu'un de très confiance lui demandait ce qui s'était passé cette nuit-là. « Je ne peux plus sortir. Aidez-moi à sortir. » Erlinda ne resta pas pour en savoir plus. Elle laissa le chariot là même, avec les marmites découvertes, la patte exposée au froid de l'aube, et courut 4 pâtés de maisons entiers jusqu'à la maison d'une cousine qui habitait par là, frappant à la porte à coups de poing jusqu'à ce qu'on lui ouvre. Elle ne revint pas cette nuit-là chercher le chariot. Le lendemain, elle y alla avec son fils aîné, en plein jour, le soleil bien haut, et tous les deux ramassèrent tout ce qui restait, les marmites, la table, le parasol, tout pour l'emporter ailleurs. Elle ne remit plus jamais son stand au coin de Fresno. Elle déménagea à quelques pâtés de maisons de là, près d'un marché où, selon elle, l'ambiance se sentait propre. Un mot qu'elle utilisait beaucoup après cela et que personne n'osait lui demander d'expliquer. Elle continua à vendre des tamales pendant 15 ans de plus, jusqu'à ce que l'âge et la santé ne lui permettent plus de se lever à 3h30 du matin. Elle ne raconta jamais cette histoire en public, elle ne la raconta entièrement qu'à ma tante Refugio, sa comadre de tant d'années de froid et d'aube partagée, et lui demanda, tout comme Refugio me le demanda ensuite, que si jamais quelqu'un demandait pourquoi dans ce pâté de maison de la rue Fresno presque aucun vendeur ambulant ne voulait plus installer son changaro la nuit, on raconte la vérité, telle qu'elle s'était passée. Des années plus tard, quand elle avait déjà changé de coin et que le commerce marchait plus calmement, Erlinda apprit par la bouche d'une dame qui vendait des fleurs près de l'hôpital, une information qu'elle ne put jamais entièrement confirmer, mais qui la laissa glacer quand elle l'entendit. La dame aux fleurs lui raconta que, selon ce dont sa propre mère se souvenait, parmi les enfants qui moururent cette nuit-là de l'incendie dans le quartier, il y en avait un que personne ne réclama jamais au cimetière, parce que toute sa famille avait péri avec lui. Et faute de parents pour payer une pierre tombale décente, ils l'enterrèrent sans nom, dans une fosse commune, avec à peine un numéro de dossier que le temps et l'humidité des archives finirent par effacer. Erlinda resta longtemps à y penser, à l'idée que cet enfant non seulement était mort sans que personne n'arrive à temps pour lui, mais qu'ensuite, même dans la mort, il n'avait pas eu de place propre avec son nom écrit, quelque chose qui le distinguerait des autres, quelque chose où les gens pourraient aller prier en sachant exactement pour qui il priait. Peut-être pour cela, disait-elle, l'enfant continuait à marcher dans ces rues sans but précis, cherchant non seulement la sortie d'une pièce en flammes, mais aussi un nom que le monde avait oublié de lui rendre. Le terrain Valdio, selon ceux qui vivent encore par là, existe toujours, bien qu'il soit maintenant entouré de constructions plus récentes et d'un bâtiment de cabinets médicaux à l'un de ses coins. Certains voisins assurent que lors des aubes les plus froides de l'hiver, quand le brouillard s'épaissit et que les rues sont presque vides, on peut encore voir un enfant maigre sans veste, marchant très lentement vers l'est, sans faire de bruit en marchant, sans regarder personne, cherchant peut-être la sortie d'une maison qui n'existe plus, d'une pièce où le feu l'a atteint avant les bras de n'importe quel adulte. Ma tante Refugio mourut paisiblement dans son lit, entourée de ses enfants. Avant de partir, déjà très malade, elle me prit la main et me demanda une dernière chose. Que si jamais je passais par la rue Fresno à l'aube, avec du brouillard, avec du froid, et que je voyais un enfant marchant seul sur le trottoir d'en face, sans manteau, sans faire de bruit, je ne m'approche pas pour lui demander quoi que ce soit, je ne lui offre rien à manger ni à boire et surtout que jamais, sous aucun prétexte, je ne réponde si j'arrivais à entendre très près de mon oreille cette même phrase qui fut un jour dite à Erlinda au milieu de la vapeur d'une marmite de tamal dans l'obscurité d'une aube de la ville de Mexico, qui, selon ceux qui connaissent bien ce quartier, n'a pas encore tout à fait fini de se lever pour certains. Nous continuons. Ce que je vais raconter n'est pas une histoire que j'ai inventée pour effrayer les enfants le jour des morts. C'est ce qui m'est arrivé à moi, Herminia Casar Villalobos. Pendant les 11 ans où j'ai installé mon stand de tamal au coin de la rue Hidalgo avec colonne, à un demi-pâté de maison du vieux cimetière de Ciudad Victoria. Je l'ai raconté à mes filles, à mes petits-enfants, et maintenant je le raconte à qui veut l'entendre. Bien que je sache que beaucoup ne me croiront pas. Cela m'est égal. Je sais ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu et ce qui a emporté mon commerce la nuit où j'ai décidé de le fermer pour toujours. J'ai commencé à vendre des tamales en 1998, quand mon mari Refugio a perdu son travail à l'usine sucrière et qu'il fallait subvenir aux besoins de 4 enfants. Ma mère,
que son âme repose en paix, m'a appris la recette des tamales de maïs, de porc au piment rouge et ceux sucrés au raisin sec, les mêmes que ma grand-mère faisait dans un ranch près de Padilla. J'ai installé mon chariot en tôle près du mur du cimetière parce que c'était un terrain vague. Là, on ne payait pas de loyer et en plus, pourquoi vous mentirais-je? Les gens qui sortaient des veillées funèbres avaient envie de quelque chose de chaud avant de rentrer chez eux. Alors je me suis installé là avec ma marmite en étain, mon brasero et mon petit banc en bois. Tous les après-midi de 17h à 22h. Les premiers mois, tout fut normal. Je vendais bien. Les gens du quartier m'aimaient bien. Même les policiers de la patrouille qui passaient par là s'arrêtaient pour m'acheter 2 ou 3 tamales de porc avant de continuer leur ronde. Mais environ 1 an après mon installation, les choses étranges commencèrent. La première fois, ce fut un mercredi d'octobre. J'étais déjà sur le point de fermer, vers 21h30, quand je sentis que quelqu'un s'arrêtait devant le chariot. Je levai les yeux et vis un grand monsieur avec un chapeau et une veste sombre, debout, immobile, sans rien dire. Je lui demandai ce qu'il désirait et il ne répondit pas. Je le lui redemandai et rien, il ne faisait que me regarder. Je lui servis 2 tamales quand même, pensant qu'il était peut-être sourd ou ivre. Et quand j'étendis la main pour le faire payer, l'homme n'était plus là. Je ne le vis pas marcher. Je n'entendis pas ses pas s'éloigner. Il disparut simplement comme si l'air l'avait avalé. Je restai avec les 2 tamales dans la main et un froid qui me monta le long du dos. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Mais le lendemain, je me dis que c'était à cause de l'obscurité, qu'il s'était peut-être glissé parmi les ombres des arbres et que je ne l'avais pas remarqué. Mais l'homme au chapeau revint, pas toutes les nuits, mais souvent. Toujours les mercredis, toujours après 21h. Avec le temps, j'appris à le reconnaître de loin. Il marchait lentement sur le trottoir du cimetière. Il s'arrêtait juste devant mon chariot et attendait. Il ne parlait jamais, ne payait jamais et toujours disparaissait au moment où je détournais le regard une seconde. Les voisines du stand d'à côté, la dame qui vendait des épis de maïs, me disaient qu'elle ne le voyait jamais, qu'il n'y avait personne debout là, que je parlais seul. Cela m'effraya plus que l'homme lui-même. Avec les années, j'appris à distinguer mes clients vivants des autres car oui, à ce stand, beaucoup d'autres arrivèrent. Je me souviens d'une dame vêtue de noir avec un rebozo lui couvrant la tête, qui arrivait toujours portant quelque chose enveloppé dans une couverture comme si c'était un bébé, et me demandait un tamal sucré, un seul, et s'en allait en marchant vers le cimetière, pas vers la rue. Je la suivis une fois du regard et la vis entrer par l'arche du cimetière, qui à cette heure-là était déjà fermée avec une chaîne et un cadenas. Elle ne sauta pas par-dessus le mur, n'ouvrit pas le cadenas, elle traversa simplement l'arche comme si la grille n'existait pas. Mon mari Refugio, qui au début se moquait de moi et disait que je voyais des visions à force de travailler tant d'heures. Un jour, il m'accompagna parce que j'étais enceinte de mon 5e enfant et il ne voulait pas que je me promène seule si tard. Ce fut la fois où lui aussi vit quelque chose. Vers 22h, alors que nous rangions déjà, nous sentîmes que la marmite des tamales, qui était déjà éteinte et froide, commença à bouillir toute seule. La vapeur sortait avec tant de force qu'elle souleva le couvercle en étain et le projeta au sol avec un bruit sec. Refugio devint pâle, saisit la marmite avec un chiffon et la découvrit. Et à l'intérieur, au lieu de tamales, il y avait de la cendre. De la cendre grise comme du bois brûlé, remplissant toute la marmite jusqu'au bord, avec une odeur de copal qui nous resta sur les vêtements pendant des jours. Nous jetâmes tout, lavâmes la marmite avec de l'eau bénite que nous donna le prêtre de la paroisse de la Purissima et n'utilisâmes plus jamais cette marmite. Nous l'enterrâmes, en fait, dans le terrain de la maison de ma belle-mère. Après cette nuit-là, Refugio ne se moqua plus, mais ne voulut plus non plus m'accompagner. Il disait que cet endroit avait quelque chose qui n'était pas de Dieu et qui sait, peut-être avait-il raison car les choses empirèrent. Ces mêmes mois-là, je commençais à remarquer autre chose, quelque chose que je n'avais pas d'abord lié au reste. Chaque fois que j'hachais la viande de porc pour la farce, sur la planche en bois qui avait appartenu à ma mère, apparaissaient des marques comme de longs ongles, de fines éraflures qui traversaient la planche d'un bout à l'autre et que je savais que ce n'était pas moi car j'hachais toujours avec le couteau vers le bas, pas sur le côté. J'ai d'abord pensé que c'était le couteau lui-même qui était ébréché, mais finalement, quand un après-midi, alors que je coupais, j'ai senti très clairement que quelqu'un me tenait le poignet par derrière, comme voulant guider ma main. Il n'y avait personne. J'ai tourné la tête très vite et la rue était vide. Pas une âme, pas un chien, rien. J'ai rangé cette planche dans un sac et je l'ai brûlée cette même nuit dans le patio de ma maison. Même si cela m'a rendu triste parce qu'elle avait appartenu à ma mère. L'odeur qu'elle a dégagée en brûlant n'était pas celle du bois. Ça sentait le copal mélangé à autre chose, quelque chose de doux et d'épais qui m'est resté collé dans la gorge pendant 2 jours. Je me souviens aussi que la même année, les nuits où la marmite en peltre, encore avec du feu en dessous, commençait à sonner comme si quelqu'un frappait le couvercle de l'intérieur. Toc, toc, toc. 3 coups secs, toujours 3, jamais plus ni moins.
La première fois que c'est arrivé, j'ai crié si fort que les voisins sont sortis de chez eux pour voir ce qui m'arrivait. Je leur ai dit qu'une marmite s'était renversée parce que j'avais honte de leur dire la vérité. De peur qu'ils ne pensent que j'étais devenue folle à force de travailler la nuit, mais les coups ont continué de plus en plus souvent, surtout entre 9 et 10 heures, quand le cimetière était déjà fermé depuis 1 heure et qu'on n'entendait pas un grillon. J'ai appris avec le temps que si je soulevais le couvercle et disais à voix haute « Entrez, il y en a pour tout le monde ». Les coups s'arrêtaient instantanément, comme s'ils avaient seulement voulu que je sache que quelqu'un attendait. Il y eut aussi une voisine, Doña Béatrice, qui vivait juste en face du cimetière depuis son enfance et qui, avec les années, devint ma seule véritable confidente à propos de ces choses. Elle me raconta que sa propre grand-mère, dans les années 40, évitait déjà de passer la nuit près de ce mur et qu'elle faisait 3 fois le signe de croix chaque fois qu'elle devait traverser par là pour aller au moulin. Doña Béatrice m'expliqua que dans le rancho d'où venait sa famille, près de Jomab, il y avait une très vieille croyance, selon laquelle les âmes qui mouraient sans personne pour les pleurer, sans personne pour prier pour elles à leur premier anniversaire, restaient terrées près de l'endroit où elles avaient été enterrées, comme un chien sans maître, attendant que quelqu'un, même un étranger, leur donne ne serait-ce qu'une miette de nourriture chaude, comme preuve qu'elle existait encore pour quelqu'un dans ce monde. Cette explication me resta gravée et fut celle qui m'aida plus tard à comprendre ce qui s'est passé la nuit du jour des morts. Il y eut une période, vers 2003, où les tamales de la marmite commençaient à disparaître sans que je les vende. Je comptais combien j'en mettais le matin, disons 80, et le soir, n'ayant vendu que 40. La marmite se retrouvait vide au matin. Au début, j'ai pensé que quelqu'un me les volait quand j'allais aux toilettes de la station-service du coin, mais finalement je me suis rendu compte que cela coïncidait toujours avec les visites de l'homme au chapeau et de la femme au rebozo. Ils ne prenaient pas les tamales pour les manger devant moi, seulement parfois. D'autres fois, je sentais que quelque chose tirait la marmite de l'intérieur, comme des mains invisibles qui sortaient les tamales un par un pendant que je servais un autre client. Un jour, j'ai osé regarder de très près pendant que cela se produisait. Et je jure sur mes enfants que j'ai vu les doigts. Seulement les doigts minces et gris comme ceux de quelqu'un mort depuis longtemps, fouillant parmi les feuilles de maïs. Les gens du quartier apprirent peu à peu que mon stand était « animé », comme ils disaient. Certains cessèrent de m'acheter par peur, mais d'autres, à ma surprise, commencèrent à me chercher justement pour cela. Ils arrivaient curieux, des jeunes qui se croyaient très courageux pour voir s'ils tomberaient sur l'homme au chapeau ou sur la femme en noir. Je leur disais de s'en aller, que ce n'était pas un jeu, mais ils ne m'écoutaient pas. Un de ces jeunes, un certain Ephraim, neveu d'une voisine, resta une nuit entière debout à côté de mon chariot, juste pour vérifier que je ne mentais pas. Vers minuit, quand il n'y avait plus personne dans la rue, on commença à entendre un pleur qui venait de l'intérieur du cimetière. Ce n'était pas un pleur ordinaire, c'était le pleur d'un tout petit enfant, comme de 2 ou 3 ans. Un pleur désespéré, comme celui de quelqu'un qui a très peur ou très froid. Ephraim se mit à trembler et voulut s'enfuir en courant, mais je le retins car j'avais appris que s'enfuir la nuit près du cimetière sans faire d'abord le signe de croix attirait plus de problèmes que l'on en avait déjà. Je récitai un Notre Père à voix haute. J'allumai une bougie votive que je portais toujours dans une poche de mon tablier et les pleurs s'éloignèrent peu à peu jusqu'à ce qu'on n'entende plus rien. Ephraim partit cette nuit-là et ne revint plus jamais à mon stand, même de jour. Avec les années, d'autres femmes qui vendaient aussi dans la rue me racontèrent que ce vieux cimetière avait une réputation depuis des générations. Elles disaient qu'au début du siècle dernier, on y avait enterré dans une fosse commune de nombreux enfants morts lors d'une épidémie et qu'ensuite, pendant la Révolution, ce terrain avait aussi été utilisé pour enterrer des corps sans nom, des gens qui tombaient lors des affrontements et que personne ne réclamait. Une très vieille dame qui vivait en face du cimetière, Doña Cuca, me dit un jour, alors qu'elle m'achetait mes tamales sucrés, qu'enfant déjà elle entendait dire que ce terrain ne reposait pas, que les âmes de ceux qui mouraient sans nom ni famille restaient terrées, cherchant qui prierait pour eux, qui se souviendrait d'eux, qui leur donnerait ne serait-ce qu'un morceau de pain ou, dans ce cas, un tamal bien chaud avant qu'ils ne partent pour toujours. Cela me fit penser différemment à ce qui m'arrivait. J'ai commencé à croire que ces âmes ne voulaient pas me faire de mal, qu'elles cherchaient seulement de la compagnie, un peu de chaleur humaine, quelque chose qui leur rappellerait ce que c'était d'être en vie. Alors j'ai décidé, au lieu d'avoir peur d'elles, de les traiter comme je traitais mes clients habituels, avec respect. Quand l'homme au chapeau arrivait, je lui servais ses tamales sans le faire payer et je lui disais « Que votre âme repose en paix, monsieur. Tenez !» Quand la femme au rebozo arrivait, je lui donnais son tamal sucré et je lui disais « Pour le petit ange, que Dieu l'ait en sa gloire. » Et même si cela semble étrange, les choses se sont un peu calmées. Je ne perdais plus autant de tamal. La marmite ne bouillait plus toute seule aussi souvent. C'était comme si, en les reconnaissant, en ne les chassant pas et en n'ayant pas de dégoût pour eux, ils se calmaient aussi. Mais il y eut une nuit que je ne pus calmer ni avec des prières ni avec des tamals de charité, et ce fut la nuit qui changea tout. C'était un 2 novembre, jour des morts de l'année 2007. Je savais que cette nuit-là était toujours plus animée sur le plan paranormal.
Alors j'avais préparé plus de bougies votives que d'habitude et j'avais même apporté un bouquet de sampasuchi que j'avais placé près du chariot en guise d'offrande, comme me l'avait conseillé le prêtre de la paroisse, qui, bien qu'il n'approuvât pas entièrement mes croyances, ne me laissait pas non plus seul face aux problèmes et me donnait toujours de l'eau bénite quand je la lui demandais. Vers 8 heures du soir, quand la nuit était bien tombée et que la rue était presque vide, car la plupart des gens étaient au nouveau cimetière pour porter des fleurs à leurs défunts, j'ai senti que la température chuta d'un coup, comme si quelqu'un avait ouvert une porte à l'hiver en plein novembre tamaulipeco, qui n'est pas froid en soi. J'ai eu la chair de poule et le réchaud qui était allumé s'est éteint d'un coup, sans vent, sans rien qui puisse l'expliquer. Dans l'obscurité qui s'ensuivit, car la lumière du poteau du coin s'était aussi éteinte, j'ai commencé à entendre des pas, beaucoup de pas, pas un ni deux, mais comme ceux d'une foule marchant lentement, traînant les pieds, venant de l'intérieur du cimetière vers le mur où j'avais mon chariot. Ma poitrine s'est serrée de peur. J'ai voulu courir, mais mes jambes ne me répondaient pas, comme si j'étais cloué au sol. J'ai allumé une allumette, les mains tremblantes, et j'ai allumé une bougie votive. Et avec cette petite lumière, j'ai pu voir plusieurs silhouettes se découper contre l'obscurité du mur. Je ne saurais dire combien, mais elles étaient plus de 5, plus de 10, peut-être, toutes vêtues de vieux vêtements effilochés, certaines avec ce qui semblait être des linceuls, d'autres avec des vêtements de paysans d'une autre époque. Elles n'avaient pas de visage que je puisse bien distinguer, seulement des ombres là où devaient être les yeux. Elles s'approchèrent du chariot tout en file, une par une, elles passèrent silencieusement devant moi. Moi, tremblante, je leur donnais des tamals, un à chacune sans rien faire payer, tout en priant intérieurement tout ce que je savais. Certaines prenaient le tamal et disparaissaient instantanément. D'autres restaient un moment de plus, comme savourant, comme se souvenant de ce que c'était de manger. J'ai compté que j'ai servi plus de 30 tamals cette nuit-là à ces silhouettes et ma marmite, qui n'en contenait que 20 quand tout a commencé, ne s'est jamais vidée. Je m'en souviens aussi très bien, car après, à Tekabo, c'était comme si l'offrande elle-même se multipliait. Ou comme si le temps, à ce moment-là, ne s'écoulait pas de la même manière que dans le reste du monde. Quand il sembla que la file était terminée, l'homme au chapeau apparut à la fin, le même qui me rendait visite les mercredis depuis des années. Mais cette nuit-là, pour la première fois, il ôta son chapeau devant moi dans un geste qui semblait de respect et, pour la première fois aussi, il parla. Sa voix résonna comme si elle venait de très loin, comme de sous la terre, éteinte et rauque, mais très claire. Merci de ne pas avoir eu peur de nous. Ici, presque personne ne se souvient plus de nous. Et cela dit, il remit son chapeau et marcha vers le mur du cimetière. Et là, devant mes yeux, il se transforma en fumée, une fumée grise qui se dissipa dans l'air comme si elle n'avait jamais existé. Je restai seul dans la rue avec la lumière du poteau qui se ralluma d'un coup, avec le réchaud de nouveau allumé comme s'il ne s'était jamais éteint et avec la marmite, cette fois, complètement vide, pas un tamal, pas une feuille de maïs, rien. Je me mis à pleurer là, assis sur mon petit banc. Je ne sais pas si c'était de peur, de tristesse ou d'un étrange soulagement que je ne peux pas bien expliquer. Je sentais que j'avais fait quelque chose de bien, même si je ne comprenais pas entièrement quoi. Après cette nuit-là, les visites paranormales diminuèrent beaucoup. L'homme au chapeau ne revint plus les mercredis. La femme au rebozo apparut une fois de plus environ 1 an et demi plus tard. Et cette fois, au lieu de me demander un tamal sucré, elle s'arrêta devant moi, se découvrit la tête et, pour la première fois, je lui vis le visage. C'était une jeune femme aux traits indigènes, avec les yeux remplis d'une tristesse que je n'oublierai jamais. Elle ne dit rien, elle me regarda seulement. Elle fit une inclinaison de tête comme pour remercier et s'en alla en marchant vers le cimetière. Et ce fut la dernière fois que je la vis. Avant d'arriver à cette nuit du jour des morts, je veux encore raconter un autre épisode, car ce fut celui qui me fit le plus peur de tous, plus que l'homme au chapeau, plus que la femme au rebozo. C'était en 2005, un mois d'août, quand il faisait encore une chaleur épouvantable, même si la nuit était tombée. Un vieux taxi de stationnement s'arrêta devant mon chariot, de couleur verte et blanche, avec le numéro effacé sur la porte. Le chauffeur, un monsieur à la moustache grisonnante, descendit et me demanda une douzaine de tamals de porc. Il dit qu'ils étaient pour un client qui l'attendait à la gare routière. Je les lui enveloppai bien dans du papier journal, comme je le faisais toujours, et il me paya avec un billet de 100 pesos, que dès que je le pris, je sentis qu'il était froid, mais vraiment froid, comme s'il avait été conservé dans un réfrigérateur. Je lui rendis sa monnaie et il monta dans le taxi, et au lieu de démarrer vers l'avenue, il tourna doucement et s'engagea dans la rue qui longe le cimetière. Une rue qui, à l'époque, était déjà fermée à la circulation car le revêtement s'était affaissé des mois auparavant à cause des pluies. Cette voiture n'avait aucun moyen de sortir. C'était une impasse qui se terminait juste au mur. Je suis resté à regarder les feux arrière s'éloigner et je les ai vus s'éteindre brusquement au milieu de la rue, où il n'y avait rien, ni maison, ni poteau, seulement un terrain vague et le mur du cimetière. Le lendemain, quand je suis allé acheter plus au moulin, j'ai demandé au propriétaire, dont Isidro, s'il connaissait un taxi vert et blanc qui travaillait dans ce coin et il m'a dit que oui,
que ce taxi avait appartenu à un monsieur nommé Procoro Elizondo. Qu'il repose en paix, car il était mort depuis plusieurs années depuis qu'il avait percuté le mur du cimetière avec sa voiture une nuit de brouillard. C'était il y a environ 15 ans, alors qu'il allait livrer une commande à la gare routière. Le même billet de 100 pesos qu'il m'avait donné, je l'ai gardé par curiosité dans le tiroir de la caisse enregistreuse et le lendemain, quand je suis allé le prendre pour le rendre en monnaie à un autre client, le billet n'était plus là. À sa place, il y avait une feuille de tamal sèche et jaunie, pliée exactement à la même taille qu'un billet. Avec les années, je me suis habitué à ce que la peur arrive presque toujours de la même manière. Un froid soudain, un silence qui dévorait même le bruit des voitures sur l'avenue, et puis l'apparition. J'ai appris à distinguer quand quelque chose de l'autre côté s'approchait, parce que les flammes de mes veladoras commençaient à danser même s'il n'y avait pas de vent, et la fumée de la nafre montait tout droit, sans dévier, comme si l'air lui-même restait immobile, attendant de voir ce qui allait se passer. J'ai continué à ce poste plusieurs années de plus, jusqu'en 2009, quand la situation à Tamaulipas est devenue très difficile à cause de la violence que nous savons tous qu'il y a eu pendant ces années-là. Et il n'était plus sûr pour personne d'être dans la rue après 19 heures, ni pour moi, ni pour mes clients, vivants ou morts. C'est alors que j'ai décidé de fermer le stand de la rue Hidalgo et d'en ouvrir un nouveau au marché sur Roue de Jour, où, jusqu'à ce jour, je continue de vendre mes tamals, bien que sans la compagnie de mes visiteurs d'antan. Parfois, quand je fais des tamals de dulce, je pense encore à la dame au rebozo et à son petit ange enveloppé dans la cobija. Parfois, le mercredi soir, même si je n'ai plus le stand à ce coin de rue, je ressens un froid étrange qui me parcourt le dos, comme un salut de quelqu'un qui n'est plus là, mais qui n'est pas oublié. Et chaque 12 novembre, sans faute, même si je ne vends plus dans la rue, je fais une marmite supplémentaire de tamal. Je la porte jusqu'au mur de ce vieux cimetière de la rue Hidalgo, et là, je la dépose avec une veladora et un bouquet de sambasuchil. Au cas où l'une de ces animas errait encore par là, qui, il y a tant d'années, m'ont appris que la peur se guérit avec le respect et que même les morts, parfois, ne veulent rien d'autre que quelqu'un se souvienne d'eux. C'est ce que j'ai vécu. Pero Ulde Herminia Cázares, tamalera de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Croyez-moi ou non, j'ai fait la paix avec ça il y a longtemps. Ce que je n'ai pas pu faire jusqu'à présent, c'est repasser la nuit dans ce pâté de maison sans me signer 3 fois et sans laisser, même caché entre les pierres du mur, un petit tamal en cadeau pour celui qui en aurait besoin de ce côté-ci ou de l'autre. Nous continuons. Je m'appelle Esperanza Valenzuela et j'ai 63 ans. Je vends des tamals depuis 32 ans sur l'avenue Obregon de Culiacan, juste en face du parc Sosda. J'ai tout vu au cours de ces décennies. J'ai vu des politiciens corrompus, des sicarios qui nous échappent, des gens pauvres qui mangent mes tamals parce qu'ils n'ont rien d'autre. J'ai vu le soleil se lever des milliers de fois depuis mon stand, mais jamais. En 32 ans, je n'ai jamais vu ce que j'ai vu il y a 2 mois et je ne vais pas mentir, je ne dors toujours pas bien. Ma fille dit que je devrais fermer le stand, que j'aille vivre avec elle à Hermosillo, mais je ne peux pas. C'est comme si quelque chose me retenait ici, à attendre. Le stand est petit, en aluminium rouge, avec un toit en tôle qui a été rafistolé avec du ruban adhésif gris pendant des années. Devant, j'ai un comptoir où je présente les tamals dans leur panier, derrière, la marmite en terre cuite où je les garde au chaud et un petit réchaud. J'ai passé presque toute ma vie dans cet espace de 2 mètres carrés. Je connais chaque trace de rouille, chaque coup, chaque recoin de cette ferraille qu'est ma vie. Je travaille de 3 heures du matin à 11 heures. C'est la meilleure heure à Culiacan, quand les gens qui ont vraiment besoin de manger viennent acheter, les maçons avant d'aller travailler, les filles qui sortent des cantinas et des supérettes, les camionneurs, les insomniaques. C'est mon public. Je n'attends pas de touristes, je n'attends pas de gens qui choisissent d'acheter mes tamals. Ce sont ceux qui arrivent sans option, sans rien dans l'estomac, sans argent pour autre chose. L'avenida Obregon à cette heure-là est comme un purgatoire. Elle n'est pas complètement vide, mais il n'y a pas non plus de vraie vie. Il y a un silence qui pèse, qui se ressent jusqu'aux os. Les lampadaires orange projettent des ombres qui semblent vivantes, comme si elles respiraient. Les commerces fermés semblent endormis. Mais ce n'est pas le sommeil tranquille, c'est le sommeil des morts. J'ai toujours ressenti cela, mais je n'y ai jamais prêté attention. Ce sont les imaginations d'une vieille femme qui a passé trop de nuits seule. Tout a commencé une nuit d'avril, c'était un mardi. Je me souviens parce que c'est le jour où je vends le moins. Les gens n'ont pas d'argent après le week-end. Il était 2h40 du matin. J'étais en train de mettre des tamals dans leur enveloppe de feuilles de maïs. J'avais des commandes de sauce rouge et verte. Ma vieille radio, toujours branchée sur une station de musique ranchera, diffusait Los Tigres del Norte. La chanson était la Puerta Negra. Je me souviens toujours de ce détail parce que c'est ironique, n'est-ce pas? J'ai vu une femme debout sur le trottoir d'en face. Ce n'était pas étrange. À cette heure-là, il y a des gens qui attendent le bus ou qui marchent simplement sans raison apparente. Mais cette femme était différente, complètement immobile, me regardant. J'ai levé les yeux de mon travail.
La femme était toujours là. Elle portait une robe blanche, très blanche. Le genre de robe que l'on voit sur les vieilles photos des années 50, peut-être. Elle avait les cheveux très longs, noirs, et sa peau semblait presque incandescente sous la lumière orange du lampadaire. « Tu veux des tamales, ma fille ?» ai-je crié. C'est ce que je fais avec les clients indécis. Elle ne répondit pas. Elle continua simplement à me regarder. Alors je me suis rendu compte que ses yeux n'avaient pas de reflet. Ils ne reflétaient pas la lumière du lampadaire comme le font les yeux normaux. C'était comme regarder deux trous noirs. Mon premier instinct fut d'éteindre la radio. Le silence qui s'ensuivit fut pire que n'importe quelle musique. La femme commença à traverser l'avenue. Elle ne marchait pas d'une manière naturelle. C'était plutôt comme si elle glissait. Ses pieds ne touchaient pas complètement le sol. « Je n'ai pas d'argent à te donner si c'est le problème, ma petite. Mais il y a des tamales ici qui vont se gâter. Prends un sans payer, ai-je dit. Je pensais que c'était une folle, une de celles qui traînent dans les rues en mendiant ou en cherchant la bagarre. Elle arriva jusqu'à mon comptoir. De près, j'ai pu voir que quelque chose n'allait vraiment pas. Sa peau n'avait pas de pores. C'était comme de la porcelaine blanche, lisse, parfaite, mais morte. Ses yeux restaient ses trous et sa bouche était légèrement ouverte comme si elle soupirait. « Je veux goûter », murmura-t-elle. Sa voix était basse, comme si elle venait de loin, comme si elle parlait depuis la terre. Je lui ai donné un tamal à la sauce rouge. Elle le prit avec ses mains longues, très longues, avec des doigts qui semblaient ne pas avoir d'os. Elle secoua la feuille de maïs et le sentit. Puis elle le porta à sa bouche. C'est là que se passe quelque chose que je ne peux pas expliquer. Quand ses dents touchèrent le tamal, il y eut un son. C'était comme si quelqu'un déchirait du métal. Le tamal se désintégra, littéralement, en une poudre qui tomba entre ses doigts. Elle ferma les yeux, ou du moins c'est ce qu'il semblait car ses paupières étaient noires comme du pétrole, et elle sourit. « Que c'est bon après si longtemps », murmura-t-elle. J'étais paralysé. Ma main tremblait si fort que j'ai failli faire tomber la marmite de tamal. Mais alors la femme se volatilisa. Elle ne marcha pas, elle ne courut pas. Elle se volatilisa comme si on l'effaçait d'un tableau en cours de peinture. J'ai passé 2 heures à attendre qu'elle revienne. Plus aucun client ne vint et quand 5 heures du matin arrivèrent, quand le ciel commença à devenir gris, je fermai le stand. Je suis rentré chez moi. Je ne dormis pas, je restai juste assise dans le salon à regarder par la fenêtre, attendant, bien que je ne savais pas quoi. La nuit suivante, j'ouvris le stand comme d'habitude. J'étais nerveuse, mais je pensais que ça avait été un rêve. Je suis vieille. Parfois, je m'endors sans m'en rendre compte. Mais c'était réel. Je l'ai senti. À 3h20, un homme apparut, tout comme la femme, il était de l'autre côté de l'avenue, complètement immobile. Il portait un costume gris très démodé, des années 40 peut-être. Son visage était pâle. Ses yeux étaient ces mêmes trous noirs sans iris, sans pupille, sans rien, juste l'obscurité. « La femme est-elle venue ici hier ?» demanda-t-il en s'approchant. Sa voix était comme la sienne. Lointaine, comme s'il parlait depuis l'intérieur d'une tombe. J'ai hoché la tête sans pouvoir l'éviter. Mes mâchoires ne répondaient pas bien. J'avais l'impression de parler avec la mâchoire disloquée. « Elle a mangé », continua-t-il. « Oui », murmurai-je. L'homme sourit. Ses dents étaient très longues, jaunâtres, comme celles d'un animal carnivore. Eh bien, elle cherchait cela depuis de nombreuses années, des décennies. « Vos tamales étaient ses préférés », dit-il en s'approchant davantage. « Qui est-elle » demandai-je, bien que je ne veuille pas connaître la réponse. Elle s'appelait Maria. C'était une prostituée qui vivait sur l'avenue Obregon dans les années 50. Votre stand est à l'endroit exact où se trouvait sa maison, où un client de mauvaise fortune l'a assassinée pour de l'argent. La police n'a jamais trouvé le coupable. Elle est morte sans repos, sans paix, sans tamal. L'homme mit la main dans sa poche et en sortit une poignée de vieux billets complètement désintégrés. Combien de tamales puis-je prendre ? J'ai fait ce qu'il m'a demandé. J'ai rempli un sac en plastique avec 30 tamales. Il prit les billets décomposés et disparut dans l'obscurité. Mais avant de partir, il se retourna et me dit « Elle viendra chaque nuit jusqu'à ce qu'elle mange suffisamment pour satisfaire la faim de toute une mort. Mieux vaut que tu t'y habitues. » Après cela commença ce qui est maintenant ma routine de cauchemar. Chaque nuit, à différentes heures, des personnes apparaissent. Toujours avec ses yeux vides, toujours avec des vêtements des décennies passées. Toujours en demandant des tamales. Parfois ils viennent en groupe, parfois ils viennent seuls. Mais tous ont une chose en commun. Quand ils mangent les tamales, ils s'effritent en poudre et semblent heureux. J'ai compté. En 2 mois, j'ai vendu près de 1000 tamales. Mais personne ne m'achète. Seulement eux, seulement les morts.
Parfois j'essaie de changer mes horaires. Je ferme tôt, mais alors ils apparaissent pendant la journée. Il n'y a pas de différence. Ils sont toujours affamés, toujours dans le besoin, toujours affamés d'une vie qu'ils ont perdue violemment. Une nuit, il y a une semaine, une petite fille apparut. Elle n'avait pas plus de 7 ans. Avec une robe blanche, les yeux noirs, la peau de porcelaine morte, elle demanda un tamal. J'ai refusé. J'ai dit que je ne vendais pas aux mineurs non accompagnés. La petite fille commença à pleurer, mais ses larmes n'étaient pas de l'eau, c'était un liquide noir qui coulait sur ses joues comme de l'encre. « Pourquoi tu ne veux pas me donner à manger, grand-mère ? J'ai tellement faim. Cela fait 65 ans que je n'ai pas goûté à la nourriture. Ma mère, mes frères et moi sommes morts dans l'accident. Nous étions dans un bus qui s'est renversé sur la route Elota. Tous sont morts, sauf que nous n'avons pas disparu. Nous sommes piégés ici et nous seuls avons faim, » dit sa voix comme un enregistrement diffusé par un haut-parleur cassé. J'ai sorti des tamals, beaucoup, des douzaines. Elle mangea, se transforma en poudre et s'en alla heureuse. Maintenant je comprends ce qui se passe. L'endroit où se trouve mon stand est un carrefour, une croisée des chemins entre le monde des vivants et celui des morts. Ce n'est pas une coïncidence si c'est à Culiacan, à Sinaloa, où la mort est partout, où les narcos tuent quotidiennement, où les gens disparaissent sans laisser de traces. Cet état est maudit et mon stand de tamal est le seul endroit où les morts peuvent trouver quelque chose pour calmer leur faim insatiable. J'ai essayé de partir, je le jure. Il y a une semaine, j'ai décidé de fermer le stand. J'ai essayé de vendre la tôle rouge à un boucher qui voulait agrandir son commerce. Cette nuit-là, la boucherie a pris feu. 3 personnes sont mortes. Le feu a commencé spontanément, selon les pompiers. Ma fille a essayé de m'aider à tout ramasser, mais quand elle s'est dirigée vers le stand, une ombre l'a poussée. Elle est tombée au sol et s'est cassé le bras. Elle est à l'hôpital. Les médecins disent que c'était une crise de panique, que les ombres ne poussent pas, mais je l'ai vue. J'ai vu l'ombre. Elle était dense, noire, intelligente. Alors je continue ici à faire des tamals, nourrissant les morts de 3 heures du matin à 11 heures du soir sans faute. Ce qui est étrange, c'est que je n'ai plus peur. Ou peut-être que j'ai tellement peur que je ne peux plus la ressentir. Ma vie est de servir ces esprits affamés. C'est ce que je fais, c'est ce que je serai. Hier soir, un client vivant est venu, un vrai client. C'était un jeune homme, maçon, le visage brûlé par le soleil. Il a demandé des tamals de Verdé. Les premiers que je vends à quelqu'un qui peut marcher à la lumière du jour depuis des mois. Pendant qu'il mangeait, il a regardé l'avenue. Il a vu les esprits qui passaient. Certains s'arrêtaient pour regarder. D'autres marchaient simplement indifférents. « Donia, que se passe-t-il ici la nuit ?» a-t-il demandé. J'ai souri. Les gens viennent manger, mijo. C'est ce que les gens font. Ils viennent, mangent, s'en vont. C'est normal. Il a de nouveau regardé vers l'avenue, vers un groupe de personnes pâles, sans reflet dans les yeux, qui attendaient leur tour. « Donia, ceux-là n'ont pas l'air vivants, » a-t-il dit lentement. « Ils ne le sont pas, mijo, mais ils ont faim et j'ai des tamals. C'est comme ça. » Il a payé, a laissé un bon pourboire et est parti en courant. Je ne le blâme pas. Personne ne veut être près de ça. Personne ne veut voir la vérité de Culiacan. Que nous sommes entourés de morts. Qu'à chaque coin de rue, dans chaque maison, dans chaque commerce, il y a des esprits qui n'ont pas pu partir, piégés, affamés. Ma fille veut que j'écrive ceci. Elle dit que si je le laisse écrit ici, peut-être que d'autres comprendront. Peut-être que d'autres cesseront de venir à Culiacan. Peut-être que d'autres seront sauvés. Mais je ne veux pas qu'ils soient sauvés. Je mentirais si je disais que je le voulais. J'ai été ici pendant 32 ans. J'ai donné ma vie à ce stand, à cette avenue, à cette ville. Et maintenant je sens que j'ai enfin trouvé mon véritable but. Ce n'est pas seulement vendre des tamals, c'est être la brujadora des morts, celle qui les nourrit, celle qui les calme, celle qui les laisse partir, ne serait-ce que pour un instant, pendant qu'ils savourent la chaleur d'un repas fait avec amour. Alors me voici. Donia Esperanza, la tamalra de la avenue Obregon, le portail entre les mondes, le stand où les morts viennent manger.